et bienvenue dans ce casino. Vous êtes nombreux et c'est tant mieux. Je pense que le sujet est passionnant et que les auteurs le sont aussi. Je vais commencer ce débat en demandant simplement aux deux auteurs, vous les connaissez sans doute, mais de se présenter parce que c'est toujours un plaisir d'entendre comment les auteurs parlent d'eux-mêmes. Anne, veux-tu commencer? Donc en très court quand même. Très court. Donc mon nom est Anne Niva et je suis une observatrice du réel. Et je suis souvent d'ailleurs la gêneuse parce que ramener tout au réel qui nous gêne, qui nous fait peur, parfois ça casse l'ambiance, mais ça m'est égal. Donc j'observe et j'observe la Russie puisque j'ai vécu 10 ans. Là, je n'habite plus en Russie, mais j'espère y retourner. Merci. Yegor. Yegor Gran, je suis né à Moscou il y a très très longtemps. J'écris des romans, pas du tout sur la Russie d'habitude, mais là, à partir du 24 février, tous les autres thèmes me sont parus négligeables, au sens vraiment négligeable. Et donc, voilà, j'ai passé pas mal de temps à écrire à droite et à gauche sur la Russie, mais pour des journaux. Voilà, je voulais parler de la responsabilité des Russes et de la Russie dans ce qui nous arrive. Merci. Et donc moi, Serge Michel, je suis rédacteur en chef de Heidi.news et passionné par ces sujets d'Ukraine et de Russie. La première question que j'avais pour vous deux, c'était tout simple, c'est comment est-ce que vous vous informez sur ce qui se passe, sur les développements sur le terrain. Et je sais pas, hier soir, il y a eu une attaque de l'armée ukrainienne sur la centrale de Zaporijjia tenue par les Russes. Quels sont les moyens, les canaux que vous utilisez pour suivre ce qui se passe ? Alors, déjà, je vous vois très bien informé sur l'attaque. Il faudrait déjà prouver que c'est les Ukrainiens qui ont attaqué la centrale, parce que, à ma connaissance, ce sont les Russes qui mettent en scène un certain nombre de ces attaques, pour ne pas dire toutes ces attaques. Donc, non, mais là, je crois que Serge fait référence à vraiment un missile à propos duquel les Ukrainiens eux-mêmes... Mais pas sur la centrale. Apparemment, il y a eu un débarquement de l'armée ukrainienne sur la centrale. Mais voilà. C'est juste... ça résume tout. C'est la confusion. Quelles sont vos sources d'information ? Nos sources d'information, mes sources d'information, c'est... Internet aujourd'hui est une aubaine pour tous ceux qui sont loin du terrain. Vous avez pléthore de journalistes extrêmement compétents présents sur place et ailleurs qui informent en temps réel de ce qui se passe. Mais par exemple, c'est plutôt Internet, les médias traditionnels ou les journalistes des médias traditionnels, ou est-ce que c'est des blogueurs sur Telegram? Enfin, vous passez vos nuits à lire quoi? À dormir, moi, personnellement. Mais on s'informe comme on peut. Moi, mon sujet, si vous voulez, c'est pas que l'information, on va dire... Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans la tête des gens. Et donc, oui, les blogueurs, ça m'intéresse. Les blogueurs des 2 obédiences, des 5 obédiences possibles m'intéressent. Ce qui se passe dans la tête des gens est très important. Et toi, Anne, qu'est-ce que tu lis ? Alors, moi, je suis dans la confusion. J'ai mal à la tête. Si j'arrive encore à dormir, justement parce que je ne lis pas les informations avant de m'endormir, donc je peux encore dormir. Sinon, je crois que je n'y arriverai pas. Il y a une pléthore d'informations, ça c'est certain. Il y a les médias traditionnels, il y a les blogueurs, il y a toutes ces chaînes Telegram, donc les chaînes Telegram pro-russes, les chaînes Telegram pro-ukrainiennes. Il y a bien sûr de la communication des 2 côtés, mais ça c'est absolument classique, c'est inévitable dans toute guerre. Moi, je suis reporter, donc ce qui m'intéresse, c'est le terrain. Donc moi, je suis très frustrée et triste quand je ne peux pas aller sur le terrain. Donc là, je n'ai pas été en Russie depuis longtemps. C'est un pays dans lequel j'ai vécu 10 ans. Je ne suis pas russe comme Yegor. Je suis une Française observatrice de la Russie depuis longtemps. Mais je vais y retourner parce que je souffre de ne pas savoir véritablement ce qu'il y a dans la tête des Russes. Donc j'ai beaucoup de travail qui m'attend si j'obtiens ce visa pour la Russie, ce que j'espère. Merci. Ma prochaine question, elle est pour toi, Anne, c'est de dire tes livres et ton travail de journaliste est très dans les rencontres que tu fais, c'est très proche des gens, et avec ces 10 ans en Russie, tu as aimé la Russie, tu as aimé les Russes. Est-ce que c'est encore possible de les aimer aujourd'hui ? Ah mais bien sûr, moi je ne peux pas dire
que je n'aime pas les Russes. Ça n'est pas possible. Mais d'abord, c'est une généralité. J'ai des amis en Russie. Mes amis en Russie, j'ai pas cessé de les aimer depuis le 24 février. Ça, si j'avais cessé de les aimer, ça serait pas de l'amitié. On peut aussi avoir des désaccords avec des amis. On peut ne pas être d'accord sur tout. Je ne connais pas la vie de tous mes amis en Russie, justement parce que par téléphone, c'est assez compliqué. Donc, j'ai besoin d'aller les voir pour leur parler. Maintenant, une guerre est une guerre. Moi, vous savez, il y a une hystérie totale et c'est... oui, normal, parce qu'il y a cette guerre en Ukraine. Mais moi, j'ai couvert la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, la guerre en Tchétchénie, qui sont plus ou moins terminées, en tout cas oubliées. Et elles avaient déchaîné de l'hystérie aussi en leur temps, mais moins, parce que géographiquement, c'était plus loin. Et donc, tout est relatif. L'obsession sur Poutine aussi m'agace beaucoup. Elle était déjà là, présente avant le conflit. Moi, je ne suis pas dans la tête de Poutine. Alors, les journalistes sur les plateaux télé qui vous disent qu'ils savent ce que pense Poutine, tant mieux pour eux. Moi, je n'en sais rien ce que pense Poutine. Je préfère lire le livre de Yegor, qui a beaucoup d'ironie et qui raconte ce que ça lui a fait à lui et comment cette machine de propagande fonctionne. Maintenant, la question qu'on pose tout le temps, c'est aussi est-ce que Poutine est fou ? Moi, je ne pense pas que Poutine est fou, parce que je pense que quand on dit que Poutine est fou, on l'excuse. Finalement, donc, si on dit de quelqu'un qu'il est fou, en fait, c'est qu'il nous gêne et on n'a plus envie d'en parler. Non, moi, j'ai envie d'en parler. J'ai envie d'essayer de comprendre ce qui se passe. Mais c'est pas simple. Et c'est pas simple d'avoir des certitudes et de répondre clairement à cette situation complexe. Et vous, Yegor, ce sont quelque part des compatriotes. Est-ce que vous arrivez à les aimer encore ou est-ce que vous êtes désespéré ? Compatriotes, non. Comment dire ? Moi, je suis français ou je suis européen. Je suis mes compatriotes. Disons le lien j'ai du mal. J'ai du mal. Je suis né à Moscou, certes. Mon père a fait 6 ans de goulag, voilà. Certes. Mais ça ne fait pas de moi un compatriote des Russes. Maintenant, j'ai des amis russes, tout à fait passionnants et sympathiques que j'aime et qui m'aiment. J'espère. Mais voilà, donc j'ai un rapport tout à fait, je dirais, sain à la Russie. Je n'idolâtre ni la culture, ni le peuple russe, ni je me considère ni dans le déni de la culture. Mais vous vivez en France depuis combien de temps ? Depuis quel âge ? 50 ans. Voilà, c'est ça, donc depuis très jeune. Voilà, donc vous n'avez pas vécu en Russie post-soviétique. Oui, j'ai vécu 7 ans en Russie. Voilà ce qui vous laisse déduire mon âge. Mais je le connais, votre âge. Mais nos âges sont publics, il n'y a pas de problème. Et nos deux pères sont amis, se connaissaient très bien. Donc ça, c'est très important oui, aussi. Quand j'étais petit, j'ai même été chez votre papa. Voilà. Mais on ne s'était jamais rencontrés. C'est aujourd'hui qu'on se rencontre pour la première fois. Voilà. Vous nous dites en 2 mots qui sont-ils ? Igor, dis pour ton père. Mon père, c'est André Signevski. Voilà. Pour les plus âgés d'entre nous, il y a eu en 1966 un procès, Signevski-Daniel, qui était en fait le premier procès des dissidents. Alors, le mot n'était pas encore inventé à l'époque. Voilà, qui a ouvert l'ère glaciaire brejnevienne, où des écrivains, en fait, pour leurs écrits de fiction, pas des écrits de propagande politique ou économique, se sont pris donc 7 ans de camp à régime sévère et 5 ans de camp pour Yuli Daniel. Et mon père, Georges Niva, qui habite de l'autre côté de la frontière, du côté de Genève, qui était professeur à l'Université des Lettres, et que j'ai jamais vu autant éprouvé depuis le début de la guerre, depuis le 24 février. J'ai jamais vu mon père comme ça. C'est-à-dire, justement, voilà un homme qui aime la Russie, qui a beaucoup souffert aussi de la Russie, puisque lui, il a été, bon, ça c'est son histoire personnelle, mais il a été expulsé d'Union soviétique à une certaine époque. La jeune femme avec qui il devait se marier à cette époque a été envoyée au goulag. Mais il a cru en la Russie démocratique et en ses valeurs, et aujourd'hui, il est effondré. Ok, on pourra reparler de ça. En même temps, votre père, il s'est toujours intéressé à l'âme russe, si on peut la dire comme ça, à la littérature, aux grands auteurs, et ceux-là n'ont pas disparu. Ceux qui se sont passionnés pour d'autres aspects de la Russie, aujourd'hui, sont encore plus effondrés parce qu'il va rien en rester.
Je ne sais pas. Cette guerre est en cours. Pour moi, elle est longue. Elle va durer longtemps. Et puis, oui, l'âme russe, j'ai du mal à la définir. Oui. C'est-à-dire, j'ai souvent l'impression que sous ce label, en fait, c'est une sorte de complaisance qu'on accorde à la Russie pour faire un peu ce que bon lui semble. Et on nous dit, voilà, c'est la folie de l'âme russe. Voilà. Non, moi, I don't buy it, comme disent les Américains. Non, pour moi, je ne sais pas ce que c'est que cette âme russe. Elle est parfois... Si elle existe, elle est parfois d'un sombre rouge très foncé. Et voilà, je crois que voilà, il faut qu'il n'y ait aucun romantisme, chez moi en tout cas, il n'y a aucun romantisme lié à l'âme russe ou l'âme slave. Alors, on a évoqué le mot propagande, on a parlé de Poutine et du fait qu'il n'est pas fou. Donc, il y a Poutine qui n'est pas fou et qui mène ses projets. Il y a la propagande qui fait un travail considérable sur les esprits de la population. Est-ce que, au-delà de ça, les Russes de la rue, les Russes simples, vous pensez que ils sont co-responsables de quelque chose? Est-ce qu'ils sont juste victimes de la propagande? Comment vous analysez d'abord ce soutien populaire qui reste très important pour Poutine? Oui, alors vous faites bien de le souligner, le soutien de la rue est massif. Alors, quels que soient les sondages, même si il faut les prendre avec des pincettes, dans un pays autoritaire, autocratique, un sondage, c'est pas forcément facile à faire, mais en gros, toutes les sources se recoupent pour donner une estimation de l'ordre de 60 à 75% de soutien à la guerre, soyons clairs, pas seulement à Poutine, à la guerre, et puis, disons, 25% de gens qui sont neutres, qui savent même pas qu'il y a la guerre, et 15% qui s'opposent à la guerre, parfois, d'ailleurs, avec abnégation, en risquant beaucoup de choses. Donc, cela, c'est hélas une minorité, mais il faut en parler. Les Russes soutiennent Poutine. Les Russes, certes, subissent une vague de propagande comme on n'en a jamais connue dans l'histoire, pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, elle est massive. Les 2 minutes de haine inventées par Orwell dans 1984 se transforment aujourd'hui en 2 heures de haine quotidienne assénée à la télévision et sur toutes les chaînes. Donc il est très très dur de résister à ce matraquage, mais au-delà de ça, il y a quand même une question encore plus subtile et peut-être plus vicieuse ou dérangeante, qui est que il y a aujourd'hui en Russie des sources d'information autres que la propagande, et on peut y accéder très facilement. YouTube, aujourd'hui, n'est toujours pas censuré en Russie. YouTube, en Russie, c'est 49 millions de Russes qui se connectent chaque jour. Et sur YouTube, si vous tapez Zelensky, Boutcha, Mariupol, vous voyez les images, les reportages de journalistes indépendants, souvent exilés d'ailleurs, et des images de ce qui se passe sur place, qu'il est difficile de nier. Et donc la grande question, c'est que font-ils, que regardent ces 49 millions de Russes sur YouTube? Et je peux vous garantir qu'ils ne regardent pas, ils ne cherchent pas à regarder ce qui se passe en Ukraine. Moi, je ne serais pas aussi catégorique. D'abord, j'ai la plus grande méfiance pour tout ce qui est chiffres et sondages. Non pas parce qu'ils viennent de Russie, parce qu'il y a des très bons instituts indépendants, l'Institut Levada, etc. Mais j'ai cette même méfiance pour les sondages en France ou ailleurs. Non pas parce qu'ils sont mal faits, mais parce que toutes ces catégorisations chiffrées, pour moi, sont trop sèches. Ça ne rapporte pas la complexité justement de l'humain et les paradoxes. Donc, bien évidemment, et ça a été l'objet de mon livre dont le titre est « Un continent derrière Poutine » avec un point d'interrogation à la fin du titre. Pourquoi ? Parce que justement, c'était mon questionnement. Est-ce que ce continent russe est tel un seul homme derrière Poutine ou est-ce qu'il ne l'est pas ? Et comment on peut réussir à le savoir ? C'est un livre que j'ai publié il y a 2 ans et dont j'ai refait la préface là, depuis le début de la guerre. Mais il y a évidemment des Russes qui soutiennent non pas cette guerre, enfin, nous tous on sait que c'est une guerre, mais comme tu sais, le mot guerre n'est pas employé en Russie. Donc, quand ils sont sondés en Russie, le mot qui est employé, c'est l'opération antiterroriste. Et une opération antiterroriste, ça n'est pas la même chose qu'une guerre. Et là où Poutine
est fort, c'est qu'il, je ne sais pas combien de temps il va y parvenir, mais c'est qu'il parvient encore jusqu'à aujourd'hui à ne pas prononcer la mobilisation générale. Et quand il n'y a pas de mobilisation générale, et il le fait évidemment sciemment, parce qu'il ne veut pas justement que le peuple russe se rende compte de ce que c'est que cette guerre, de quelles sont ses conséquences atroces et négatives. Il essaye de tout cacher. C'est ça qu'on appelle la propagande, bien sûr. Donc, et c'est maintenir cet artifice d'une opération antiterroriste qui finalement ne modifierait pas tant que ça la vie quotidienne des Russes, c'est ce qu'ils souhaitent faire, c'est ce que les Russes achètent, eux, aujourd'hui, à tort ou à raison, bien sûr, mais c'est ce qu'ils achètent. Donc, il y a ceux qui soutiennent activement, bien sûr, il y a ceux qui soutiennent passivement, à mon avis, ils sont plus nombreux que ceux qui soutiennent activement, et il y a ceux qui sont partis, de Russie, il ne faut pas les oublier, ceux-là. Ils étaient 250 000 au tout début, dans les semaines qui ont suivi le 24 février, aujourd'hui on est à peu près 1 million de personnes. Et ceux-là sont partis en laissant tout derrière eux, et n'ont pas envie de vivre dans cette Russie-là. Et d'ailleurs là, ça pose une autre question, mais on n'a peut-être pas le temps de tout dire. C'est celle mais on parle de l'actualité, celle de la question des visas. Les pays européens ont-ils tort ou raison de ne plus vouloir donner de visa à l'ensemble de la population russe? Alors évidemment, l'Union européenne, ça vous étonnera pas, est divisée sur le sujet. Mais cette question de la punition collective, pour moi, elle est importante et je n'ai pas forcément de réponse, mais c'est gênant. Ok. Yegor, qui sont les zombies de votre livre? Est-ce que ce sont les 49 millions qui regardent YouTube sans voir la vérité sur l'Ukraine? Les zombies, alors c'est une définition littérale, hein, selon les films de Romero. Les zombies, c'est un être qui est ni mort ni vivant, qui est entre les deux. On ne sait pas très bien, un peu comme le chat de Schrödinger, on ne sait pas s'il est mort ou vivant. Et c'est une probabilité. Et ce zombie, en l'occurrence, ce russe, encore une fois, tous les Russes ne sont pas des zombies. Mais bon, une fois cette précaution oratoire prise, hein, attaquons-nous au sujet. Ce zombie, c'est par exemple un père qui reçoit un coup de fil de son fils bloqué à Kharkiv sous les bombes. Le fils lui dit « Écoute papa, je ne sais pas combien de temps il nous reste à vivre. L'artillerie russe vient de tirer sur l'immeuble voisin. J'ai mis mes enfants et ma maman dans la baignoire qui est en fonte pour les protéger des éclats éventuels. Donc peut-être que c'est la dernière conversation qu'on aura. » Et le père lui répond « Je ne te crois pas. » Voilà, juste ça. C'est-à-dire qu'il entend bien qu'il y a des bombes qui tombent. Son fils l'appelle pour peut-être la dernière fois. Et je ne te crois pas. Alors ce fils en question a survécu. Il a été traumatisé bien plus que par les bombes qui tombaient à côté. Il a été traumatisé par la réponse de son père. Et au point où il a créé un site qui s'appelle, si on traduit littéralement du russe, « Papa, crois-moi ». Je cite, et je donne les références à la fin du livre, où il recueille les témoignages d'autres Russes comme lui ou d'autres Ukrainiens comme lui qui ont de la famille et qui sont confrontés à une espèce de négation totale de la réalité de cette guerre qui ne s'appelle pas guerre, oui, mais opération militaire spéciale. Donc ça, c'est un premier cas de zombie. Un deuxième cas de zombie, par exemple, c'est cette mère qui reçoit du front le cercueil avec son fils à l'intérieur et qui, lors de la cérémonie, lors de l'enterrement, prend la parole et à travers les larmes dit qu'elle comprend pleinement l'opération militaire spéciale qui est menée en Ukraine et qu'elle est absolument pour et fière que son fils ait donné sa vie et en quelque sorte presque si elle avait un deuxième fils, ça serait peut-être pas mal qu'il suive les chemins du premier. Donc ça c'est pour moi clairement un autre spécimen de zombie. Vous avez le troisième spécimen de zombie qui va simplement déverser sa haine sur l'Ukraine ou va nier l'existence même de l'Ukraine. Par exemple, alors vous avez posé la question comment je me renseigne, mais j'ai passé des mois à me connecter à des comptes de zombies et à surveiller leurs échanges entre eux.
sont parfois des gens tout à fait bien, des gens qui ont aussi un chat à la maison, qui prennent des photos du chat, qu'ils postent sur Twitter. Mais il y a beaucoup de photos de chats sur Twitter. Hein. Oui, mais qui échangent, bah oui, donc ils sont tout à fait comme vous et moi, enfin, ils échangent des recettes de cuisine, etc. Mais ensuite, quand on parle de l'Ukraine, d'ailleurs, certains ne disent même pas Ukraine, ils disent pays 404. Comme la page qui n'existe pas, vous voyez, page not found, parce que pour eux, la notion même d'Ukraine, c'est quelque chose d'inadmissible. Donc voilà ce que sont pour moi les zombies. Avec il y a encore des manifestations encore plus graves qui sont dans mon livre, qui sont des appels littéralement au meurtre. Pareil, des gens très très bien, des gens très très bien, qui ont d'ailleurs sur Twitter qui prennent le pseudonyme. Par exemple, Svetlana, elle a un nom de famille, mais elle a remplacé le nom de famille par un hashtag. Le hashtag, c'est Je n'ai pas honte. Donc Svetlana, Je n'ai pas honte. Dialogue avec une Maria, Je n'ai pas honte aussi. Je n'ai pas honte de quoi ? Je n'ai pas honte d'exprimer tout haut ce que tout le monde pense tout bas, c'est-à-dire j'ai envie que les soldats russes aillent faire un carnage en Ukraine. Alors le paradoxe, il est le suivant, c'est que dans le même moment, on apprend les massacres de Boutcha, Mariupol rasé, et quand ils échangent des informations sur ces faits, elles disent ah bah non, ça c'est du fake news, ça c'est les services secrets britanniques qui ont monté ça. Mais en même temps, elles appellent les soldats à liquider les Ukrainiens. Donc c'est très très étrange, c'est cet entre-deux qui est pour moi le symptôme de la zombification. Oui, mais Igor, vous avez écrit un livre qui a comme source, effectivement, je comprends, les nuits blanches que vous avez passées sur les chaînes Telegram, sur tout ce qui est la production du net, parce que depuis la France, là où vous vivez, de ce que les Russes disent. Et alors, c'est très intéressant, mais pour moi, ça n'est pas suffisant. Et ça n'est surtout pas la totalité des opinions en Russie. Mais c'est la même chose chez nous, en France, en Occident. Je pense que les personnes qui s'expriment sur les médias sociaux, sur Internet et ailleurs, ne représentent pas la totalité et les nuances des opinions diverses et variées qui sont les nôtres. Elles sont toujours plus extrêmes. Évidemment que... dans toute guerre, il y a de la propagande et toute guerre, par définition, est violente. Moi, j'en ai quand même un peu assez d'aller sur des plateaux de télévision où on me dit ah, mais vous vous rendez compte, ils ont encore continué à bombarder. Hier, il y avait la délégation, ils ont bombardé quand même. Non, mais c'est la guerre. La guerre, c'est la guerre. Je veux dire, on vit pas dans un monde de bisounours, on parle d'une guerre. Donc dans la guerre, effectivement, on bombarde. Mais ce qu'il faut... Moi, je n'ai pas de réponse à ça, parce que justement, je n'ai pas encore pu aller en Russie, me représenter moi-même en posant des questions à des gens qui ne sont pas derrière leur écran, qui ne sont pas derrière l'anonymat, mais que je vais aller chercher dans leur vie, en voyageant à travers le pays, de comment ils ressentent cette guerre. Et je suis sûre que ce que je vais trouver sera peut-être pas différent de ce qu'on dit, mais ça sera peut-être plus nuancé. Et je crois que c'est ça qui est intéressant. Alors justement, Anne, en fait, dans votre livre, vous rencontrez des gens dans différentes villes de Russie. Mon livre a été écrit avant la guerre. Hein. Oui, bien sûr. C'est pas du tout le même travail que celui d'Igor. Tout à fait. Mais ces gens-là sont pro-Poutine, en bonne partie. Oui. Et il est possible qu'aujourd'hui, ils soient dans la catégorie d'Igor des zombies. C'est-à-dire que vous avez parlé à des zombies ou des gens qui aujourd'hui seraient considérés comme des zombies parce que... Enfin, ça me gêne quand même un peu ce terme. Mais vous les avez vus en chair et en os, et donc... Zombie, c'est un beau terme pour une couverture et pour dire ce que c'est, bien sûr. Et en plus, il faut dire quand même que c'est avec la lettre Z, comme la lettre de propagande par excellence de Russie. C'est pas pris par hasard. Voilà, c'est pas pris par hasard. C'est Z comme zombie parce que Z est la lettre en plus, non pas en caractère cyrillique, mais en caractère latin, utilisé par la propagande russe pour pousser au maximum le nationalisme et le patriotisme à propos de cette guerre qu'ils ne nomment pas. Donc tu as trouvé ce terme zombie, et ça c'est très bien trouvé. Mais moi je n'ai pas envie qu'on dise que les gens que j'ai rencontrés sont tous des zombies. Mais non, bien sûr. Je ne sais pas, ce sont des êtres humains. Nous aussi, en Occident, nous sommes des zombies. Nous fonctionnons en automatisme, en pilote automatique. Je veux dire... Il y a, moi je suis dans la nuance, en tout cas j'essaye d'être dans la nuance, ce qui est difficile quand on est dans une guerre, puisque chacun prend parti.
Moi, je n'ai pas envie de prendre parti. Ni pro-russe, ni pro-ukrainien, ni anti-russe, ni anti-ukrainien. Ce qui m'intéresse de toute façon, c'est comment on va s'en sortir. Et c'est l'humain dans la guerre. Et pas uniquement chercher à commenter, parce que bien sûr que c'est propagande contre propagande. Et bien sûr qu'on peut compter les points. Bon, maintenant, il y a les faits. Les faits, c'est effectivement que c'est l'armée russe qui a envahi l'Ukraine. Ça, c'est le plus important. Et l'autre fait le plus important, c'est que c'est militairement parlant que nous aurons la fin de cette guerre. Et pour le moment, on n'y est pas. Voilà. Juste un mot sur... en effet, toute la population n'est pas zombifiée. Je n'ai jamais dit ça. Mais juste un phénomène qui m'a frappé. On a parlé vous avez parlé de guerre. Lors de la guerre en Afghanistan, que les Russes ont menée, que les Soviétiques ont menée pendant une bonne dizaine d'années. 79 à 89. Voilà, il y a eu, par exemple, un phénomène qui a joué un rôle considérable dans l'affaiblissement de l'Union soviétique. C'est les mères des soldats disparus, qui sont morts, qui se sont insurgés contre cette guerre, qui ont formé des comités des mères de soldats morts, qui ont interpellé le pouvoir. Oui, tu vas dire que là, ils y sont plus. Mais oui, on peut prendre la guerre en Tchétchénie, c'était également... Non, attends, la guerre en Tchétchénie, elles existaient encore, ces mers. Aujourd'hui, elles n'existent plus. Oui, aujourd'hui, il y a des pertes, en gros, gigantesques du côté russe, même si on se fie, je sais pas, à des rapports, il y a les rapports ukrainiens, mais il y a les rapports des services secrets britanniques, peut-être que vous avez vu passer les chiffres, mais qui parlent de 80 000 morts ou blessés, donc c'est les pertes sont élevées des deux côtés. C'est gigantesque. Non, mais certes, mais le propos n'est pas là. Le propos, c'est qu'il n'y a aucun comité contre la guerre en Russie aujourd'hui, pas même des parents de soldats morts. Mais on sait pourquoi. Donc, il y a des lois qui ont été édictées qui emprisonnent toute personne qui prend position contre la guerre. Donc personne n'a envie d'être emprisonné. Mais non. Mais bien sûr que si, ces lois, elles existent. Non, mais bien sûr que ces lois existent. Malheureusement. Bien sûr que ces lois existent, mais quand vous perdez votre enfant, si vous voulez, dans des conditions, pour une guerre qui n'a pas de but apparent, qui n'est pas une guerre défensive, qui est une guerre offensive, et quand même, ça interpelle, si vous voulez. Alors que dans le même... Ça montre quelque chose du régime, ça on est d'accord. Non, ça montre quelque chose des gens. Voilà, pour moi, ça montre quelque chose du régime. Là, on n'est pas d'accord. Ben non, là, on n'est pas d'accord. Il y a quelque chose aujourd'hui qui se passe en Russie qui est extrêmement inquiétant parce que ça serait beaucoup plus simple pour nous de dire ce n'est que le régime qui est responsable. Il suffit d'enlever Poutine par un coup d'État fantasmé militaire, admettons, pour que tout rentre dans l'ordre et qu'on reprenne les affaires comme avant. Je ne pense pas que ça soit si simple. Moi, c'est pas ce que je dis non plus. Je ne pense pas qu'il suffise de changer Poutine. Et quand je parle de régime, je parle également de l'aveuglement des leaders européens, occidentaux, dans les 3-4 dernières décennies, qui n'ont absolument pas compris ce qui était pourtant totalement clair. Alors je dirais plutôt les 3 dernières décennies, dans la façon qu'avait Vladimir Poutine, parce que c'est pas nouveau cette volonté qu'il a de réécrire l'histoire, de l'inventer, de provoquer, de faire des guerres par-ci par-là, la Géorgie il y a pas si longtemps, etc. Mais qui l'a vu? Qui lui a fait face? Qui l'a contré? Notre complaisance lui a fait face. Bah justement, oui. Nous ne l'avons pas contré. Nos hommes d'État, ceux que nous élisons, ne l'ont pas contré. Et aujourd'hui, nous récoltons les conséquences de cet aveuglement, totalement. Donc il ne faut pas dire que c'est nouveau et que Poutine se révèle. Non, Poutine ne se révèle pas. Poutine a fait plusieurs discours, ils sont officiels. Les spécialistes de la Russie les ont étudiés. Tout le monde savait qui il était. Simplement, ça n'intéressait personne. Et je vous rappelle qu'en 2014, ça n'intéressait personne quand les Russes ont repris la Crimée et qu'il y a eu dans le Donbass jusqu'à aujourd'hui, parce que pour les Ukrainiens, vous le savez très bien, cette guerre n'a pas commencé le 24 février 2022, mais en 2014. Et elle est devenue une guerre de position, donc déjà depuis plus de 8 ans. Est-ce que nous en avions beaucoup d'écho dans les médias français? Moi, j'étais en Crimée. J'ai écrit pour Le Point. L'intérêt pour mon article a duré 24 heures. Aujourd'hui, nous avons peur. Pourquoi nous avons peur?
Mais tout simplement parce que nous avons, parce que c'est beaucoup plus proche et que nous avons les déclarations de Vladimir Poutine qui dit qu'il va utiliser l'arme atomique, que maintenant on a fait des sanctions, que les contre-sanctions c'est de fermer le robinet du gaz, etc. On a peur pour nous-mêmes. Et ça, alors là, ni les Russes ni les Ukrainiens ne sont dupes. Parce que moi, je viens de passer 34 jours en Ukraine et je les ai entendus me parler. Et me parler de ce qu'ils pensent être la prochaine, future lassitude. Ils l'anticipent déjà des pays européens vis-à-vis de cette guerre. Et ça, c'est triste. J'aimerais qu'on revienne. Enfin, je pense que effectivement, la complaisance occidentale, la dépendance dans laquelle, notamment l'Allemagne, s'est mise très volontairement dans les mains des fournisseurs d'énergie russes, etc. Tout ça, vous l'avez écrit, Yegor, on le sait. J'aimerais revenir au peuple russe, parce qu'au fond, et soviétique, si on veut. Pendant toute la période de l'URSS, les gens savaient. En fait, il y avait de la propagande également, il y avait toute une glorification de l'action de l'État, etc. Mais intimement, au fond, par intuition ou par information de bouche à oreille, les gens savaient la réalité de cette Union soviétique, que ça ne marchait pas, que c'était du blabla, la conquête de l'espace, etc. En fait, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, également sous cette couche de propagande, est-ce que vous avez des indices dans vos lectures, Anne ou Yegor, qu'au fond les gens savent, même si le père savent ce qui se passe? Alors ils savent ce qui se passe, mais pour moi le grand malheur de la Russie actuelle, c'est que ils savent ce qui se passe, mais ils ne veulent pas l'admettre. Ils veulent rester dans une espèce de délire. De tourner vers le passé, vers la grandeur du peuple russe, un délire impérialiste qui ferme les yeux sur tous leurs crimes de guerre, sur tous les crimes de guerre commis en temps réel, en fait, en Ukraine. Donc pour moi, c'est ça la chose absolument incroyable, et le danger futur pour nous, il est là. Réellement, c'est une cécité volontaire. Vous avez tout à fait raison que les soviétiques, faisaient semblant d'obéir, d'effectuer les rites, imposés par l'État, avec le portrait de Lénine dans chaque salle de classe, etc. Mais n'en pensaient pas moins. Aujourd'hui, c'est un peu différent. C'est que je suis persuadé que les Russes, au-delà de la propagande, parce qu'il faut quand même voir que cette propagande atteint des sommets dans le ridicule. Je vais prendre un exemple. Vous avez un des discours et le suivant, le fait qu'il y a des laboratoires américains et britanniques à la frontière de l'Ukraine, des laboratoires secrets où on prend le virus du Covid, qu'on manipule avec de l'ADN slave pour faire que ce virus ne s'attaque qu'aux Slaves. Et pour le disséminer en Russie, on va prendre des oiseaux migrateurs qui vont emporter chacun une petite fiole et suivre les chemins, disséminer donc ces virus mortellement dangereux sur toute la Russie. Je veux dire, ça, je n'invente rien, il n'y a pas un mot d'inventé. C'est ce qui est répété officiellement par la zombo-caisse, la caisse à zombifier, et répété par exemple des Nikita Mikhalkov, oscarisés, etc. Ou les journalistes qui sont tous les jours à la télévision russe. Et donc la grande question, c'est comment fait-on pour croire ce mensonge? Je veux dire, on est au-delà de l'absurde. Vous êtes sûr si je peux me permettre, moi je crois que personne ne le croit. Mais non, mais bien sûr. Personne ne croit, mais ils le répètent. On est bien là au cœur du truc, c'est que vous leur dites n'importe quoi, ils vont être friands de récupérer ce n'importe quoi pour justifier leur propre envie d'en découdre, leur propre certaine abjection morale, soyons clairs. Là, il y a du boulot, Anne, pour répondre à l'abjection morale. Non, mais je sais pas. Moi, d'abord, je n'aime pas parler dans le vide. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas été en Russie, Yegor non plus, pour saisir ce qui se passe dans la tête des Russes. Donc, je ne sais pas. Ce que nous voyons arriver, moi, je ne peux pas me fier uniquement à la production des médias sociaux qui est d'une violence inouïe, d'une violence verbale, guerre en Ukraine ou pas guerre en Ukraine. Hein. Donc c'est pas ça le problème. C'est difficile de prendre de la hauteur et de la distance avec cette guerre parce que ça rapporte toujours d'avoir une position extrémiste, toujours, ou d'en dénoncer une.
Et moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Je n'ai pas la prétention, je vous l'ai dit, d'être dans la tête de Poutine, ni d'être dans la tête de chacun des citoyens du peuple russe. Je crois qu'ils ne sont pas tout à fait dans le délire, comme tu viens de le dire, mais plutôt dans le déni, ça c'est sûr, dans le déni, et ils sont, finalement, quand j'ai écrit ce livre, j'avais l'impression qu'ils se raccrochaient à Vladimir Poutine. C'était au moment de la dernière fois qu'il a été réélu, donc la 4e fois, en 2018. Ils sont raccrochés comme à une bouée, c'est-à-dire que comme s'il était le seul îlot de stabilité dans le chaos qui est le chaos économique et social dans lequel les Russes vivent. Donc, ont-ils tort ou raison ? Je ne sais pas, parce que moi je ne suis pas juge. Qui suis-je pour dire qu'ils ont tort ou raison ? En tout cas, le peuple russe dans son ensemble, par facilité, par hypocrisie, par déni, bien avant cette guerre, déjà, effectivement, tient à Vladimir Poutine et n'a pas eu envie, ou ne l'a pas montré de façon assez active, qu'il voulait quelqu'un d'autre. On a un opposant quand même à Vladimir Poutine de taille, qui est Alexei Navalny, qui est en prison, puisqu'il a d'abord le pouvoir à essayer de l'assassiner, et puis maintenant il est en prison, bien sûr, pour pas qu'il puisse gêner. Mais même cet opposant, Alexei Navalny, en 2014, lorsque la péninsule de Crimée a été récupérée par les Russes en une opération d'une nuit, comme je n'ai jamais vu, alors là c'était l'inverse de la guerre d'aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas eu un coup de feu de tiré, c'était démentiel. Ce qui montre bien qu'il y avait évidemment un soutien actif de la population dans la Crimée. Bien, même cet Alexei Navalny, opposant à Vladimir Poutine, n'a pas exprimé de critique sur le retour de la Crimée à la Russie. Et ça veut dire que Vladimir Poutine est très stratégique et il a été capable de faire naître cet ultranationalisme, ce patriotisme, qui existe sans doute pas pour les bonnes raisons, et qui est un patriotisme devenu guerrier, qui est abominable, mais il n'est pas inventé, c'est-à-dire il n'est pas artificiel. Effectivement, il existe. Alors ça nous plaît pas, ça nous gêne, c'est terrifiant, je suis d'accord, mais ils sont là, les Russes. Qu'est-ce qu'on peut décider de faire ? À part, à mon avis, raisonnablement, on s'en mêle, puisqu'on n'a pas été faire la guerre, mais on l'a fait à notre façon, c'est-à-dire en donnant des armes. On donne des armes parce qu'on ne veut pas faire la guerre, hein. Et ça, Vladimir Poutine le sait. Mais il y a bien un moment où il va falloir trouver des moyens de faire la paix. Je vais aussi essayer de donner la parole à la salle, parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions. J'avais encore 2 questions à vous poser. La première est assez courte, et j'espère que la réponse aussi. Anne, dans ton livre, je crois dans un train en quittant Saint-Pétersbourg, il y a une scène où les gens s'emballent dans les sacs de couchage ou dans les draps fournis par la compagnie ferroviaire, et tu écris « Serais-je devenu russe ?» Est-ce que cette question qui est posée dans le livre a aujourd'hui une réponse, ou une réponse plus précise que celle qui pouvait... Je sais pas, il faudrait là, le contexte, parce que je me rappelle pas du tout avoir écrit ça. Je vois pas le rapport avec le sac de couchage, mais donc je sais pas, t'as pas la suite de la phrase, non ? Non, c'est juste, c'est la fin du chapitre. D'accord. Mais c'est sans doute que j'expliquais quelque chose qui me plaisait. Mais là n'est pas la question. Je ne suis pas russe. Oui, je suis française de passeport, mais je suis surtout quelqu'un qui est vivant et qui essaye d'occuper sa vie. La vie est quand même relativement courte. À essayer à comprendre les uns et les autres et à faire quelque chose que je trouve de respectable. Moi, je ne suis que l'observatrice de toutes ces atrocités. Je n'ai pas la capacité de les arrêter. J'ai été l'observatrice des atrocités américaines en Irak, américaines en Afghanistan, parce qu'elles ont existé, hein, souvenez-vous-en, on les a pas inventées. Et j'ai été également l'observatrice, ça c'était ma toute première guerre, j'avais moins de 30 ans, des atrocités russes déjà, en Tchétchénie. Et là c'est rebelote. Donc,
Bon, je n'ai pas de réponse. Je ne veux pas prendre parti. Je dis les choses par rapport aux faits, mais ces propagandes contre propagandes qui sont à la fois inévitables et qui à la fois nous prennent la tête ne permettent pas de comprendre. Je vais changer de sujet avec une question plus difficile, y compris pour moi, parce que je n'arrive pas à l'articuler dans toute sa complexité. Comment est-ce que vous gérez, vous-même, dans vos réflexions, la question de la comparaison avec l'Allemagne nazie? C'est-à-dire qu'on a un pouvoir russe qui envahit un autre pays, qui a une propagande démentielle, qui a un élan nationaliste, colonisateur, impérialiste, ce qu'on veut, et pour beaucoup et qui maintenant, je sais pas, j'ai lu un article ce matin sur les camps de filtration où seraient passés près de 2 millions d'Ukrainiens qui ont été filtrés pour savoir si on allait les interner ou les laisser repartir. Comme en Tchétchénie. Et donc oui, c'était effectivement. Ces camps de filtration ont aussi été utilisés dans la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale est très présente dans tous les esprits, la grande guerre patriotique pour les soviétiques. Comment est-ce que vous, Yegor, vous gérez est-ce que vous êtes dans la comparaison? Est-ce que vous pensez qu'on est dans un schéma similaire et qu'au fond l'Europe est face à une Allemagne nazie nouvelle? Alors, comparaison n'est pas raison, hein, évidemment, mais il y a certes des ressemblances et des différences. Moi, je suis pas du tout d'accord avec Anne sur ces propagandes contre propagandes. Justement, pour prendre le parallèle avec la Seconde Guerre mondiale, il y avait la propagande nazie, puis il y avait la propagande de la France libre, on pourrait l'appeler comme propagande, hein, nous sommes d'accord. Et il n'y a pas égalité des propagandes. Enfin, je veux dire, il y a des causes justes et des causes injustes, des guerres malsaines et des guerres de défense. Aujourd'hui, ce qui se passe, pour moi, c'est tout à fait clair et limpide. Vous avez un pays qui est en train d'être rasé par la Russie, où il y a crimes de guerre sur crimes de guerre commis tous les jours, où il y a, donc vous avez parlé des camps de filtration, mais c'est ce qu'on découvre petit à petit, mais vous imaginez l'horreur de ce qui va se passer si jamais on libère, ce que je souhaite, hein, les parties occupées de l'Ukraine. Non, pour moi, il n'y a pas... Mais la guerre, c'est jamais propre. Non, mais la guerre n'est jamais propre, mais il y a des guerres justes de défense et des guerres injustes de conquête et de soumission des autres. Donc, mais c'est quand même la guerre. Oui, mais on ne peut pas mettre le signe d'égalité. Je suis désolé, entre les deux. C'est moralement inacceptable et historiquement également assez bancal. Donc la comparaison avec la boucherie des nazis, elle est pertinente. La boucherie russe est différente. Elle est moins organisée. Elle est foutraque. Ce qui fait que, justement, Dieu soit loué, l'armée russe ne progresse pas aussi vite qu'elle pourrait, compte tenu des chiffres qu'on a sur le papier. C'est l'espèce de gangrène de la corruption qui a fait que on a dissipé leurs généraux ont dissipé leurs ressources, etc. Bon, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on sait. Voilà, mais je pense que quand la barbarie montre son visage, il ne faut pas avoir peur de l'appeler barbarie et se réfugier derrière tout le monde, une sorte de relativisme où tous les barbares se valent. Non. Alors justement, pour terminer, parce que je pense que tu veux donner la parole à la salle, je vais prendre la dernière page du livre de Yegor sur Bon, vous avez pu voir qu'on différait sur plusieurs plans, mais c'est très intéressant. Mais justement, à la fin de ton essai, tu parles de ce que fait Emmanuel Macron, le président. Et tu dis, page 159, que son désir de maintenir le dialogue est une pleutrerie et une erreur stratégique majeure. Je te cite. Oui, je maintiens. Oui, mais il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne me permettrai pas de juger ainsi. Je ne me permettrai pas. Parce que il faut prouver effectivement aux Russes que l'Occident peut rendre des coups, sauf que le problème, c'est que l'Occident ne les rend pas, les coups. Justement, l'Occident ne se bat pas, l'Occident finaude, l'Occident ne pense qu'à lui et à son confort. Donc qui, ici, est prêt à mourir pour l'Ukraine et à payer son chauffage plus cher pour l'Ukraine ? Donc je comprends, moi, pourquoi Emmanuel Macron et peut-être d'autres leaders, sagement, maintiennent le dialogue avec le chef d'État russe, parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait ? On fait la guerre ? Je peux expliquer la raison de cette phrase que je mets dans mon livre. Pour moi, c'est une pleutrerie, une erreur stratégique majeure. Premièrement, parce que ça divise les Occidentaux. Vous avez tout un tas de pays...
Non, vous avez tout un tas de pays qui sont en première loge de la Russie, qui connaissent d'expérience sur leur propre peau, dans leur propre chair, ce que c'est que d'être sous le joug soviétique, par exemple, les pays baltes, Pologne, République tchèque, etc., et qui vivent, qui sont en première loge du traitement. Avec les subventions de l'Union européenne. Non, mais ok, mais ils sont en première loge aussi oui, pour accueillir sûr. les réfugiés ukrainiens. Ils le font, on va dire, c'est fois 1000 par rapport à ce que fait la France, je sais pas, voire plus. Donc, ça c'est pas étonnant. Comment dire, maintenir le dialogue avec Poutine, c'est aussi donc nous diviser, et par ailleurs, c'est de ne mais pas alors, qu'est-ce qu'il comprendre. faut faire? Non, mais attends. Si on ne maintient pas le dialogue, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, mais attends. Oui, mais la question est simple. Mais je vais répondre. Le dialogue avec Poutine est une illusion. Poutine est un ancien du KGB qui ne dialogue pas. Mais ça, on le sait. Il manipule. Mais on le sait. Mais nous Non, aussi, mais on sait alors, manipuler. si on le sait, pourquoi diable on continue? Juste, je veux dire. Mais parce que c'est la politique internationale. Mais c'est une pleuterie, c'est pas une politique internationale. À chaque fois qu'on est fort et uni face à Poutine, Poutine recule. Quand la Suède et la Finlande ont adhéré à l'OTAN, oui. Et juste avant, il y a eu toute une démonstration de force de la Russie qui via Lavrov, a fait des déclarations militaristes en disant ça va être, on va rendre coup pour coup. Et il l'a pas fait. Ben non, il l'a pas fait. D'accord. Dès que ça a été signé, dans une déclaration tout à fait étonnante de Poutine, on apprend qu'il n'a jamais rien eu contre l'élargissement de l'OTAN. Tiens donc, ça c'est étonnant. Et oui, mais ça n'a pas arrêté la guerre. Il faut être fort face à Poutine. Ah, mais ça c'est sûr, ça. Alors là, je suis d'accord. Voilà. Il faut être fort face à Poutine. Donc ça veut dire arrêter de l'appeler tous les matins pour demander s'il a bien dormi. On va. J'espère qu'ils demandent plus de choses que ça. Mais t'es avec eux quand ils se parlent, t'es au courant de ce qu'ils se disent? Je pense que c'est à peu près ça. Enfin, j'imagine. Ah bah là, je pense que t'as un peu tort là quand même. La dernière discussion, je crois, a duré 1h30, donc il a le temps de poser plus de questions. Mais on va passer la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des micros qui circulent? Voilà. Donc, monsieur, vous avez une dame juste pas loin de vous. Peut-être commençons par la proximité. Et puis après, on viendra de l'autre côté, vous inquiétez pas. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait du temps pour tout le monde, pardonnez-moi. Oui, je voulais juste poser la question à Yegor Khan. Vous avez dit, à propos des zombies, qui sont en déni et qui savent très bien que c'est une guerre offensive et non pas une guerre défensive. Mais est-ce qu'ils le savent vraiment, ou est-ce que justement c'est pas ça la propagande qui fait qu'ils croient que c'est une guerre défensive et non pas une guerre offensive? Alors, ma réponse serait que, en fait, ils désirent au fond, que ce soit une guerre offensive, rapide, de conquête et de pillage, soyons clairs, des ressources de l'Ukraine, et que la moindre justification que la propagande leur jette, comme on jette un petit os, une friandise à son chien, est reprise avec délectation, quelle que soit l'absurdité, comme on a vu avec les laboratoires sur le Covid, ou il y a d'autres exemples, il y en a plein dans mon livre. En fait, on pourrait faire un livre entier sur les inepties de la propagande russe. On dirait presque que c'est du sabotage. C'est-à-dire que c'est qui devrait provoquer un immense éclat de rire chez celui qui l'a subi, un moins de l'accepter, de chercher cette propagande comme on cherche à s'évader dans une fiction. Par exemple, quand on ouvre un livre, on lit, on suspend son sens critique pour se plonger, ou au cinéma, pour se plonger dans l'action. Et on sait bien que les magiciens n'existent pas, il n'empêche qu'on est séduit par Harry Potter. Et bien là, c'est un peu pareil. À mon sens, les Russes adorent cette fiction grotesque concoctée par la propagande poutinienne pour justifier, pour se sentir, comment dire, moralement en hauteur par rapport aux exploits de l'armée russe. Autre question, ici, puis après on passe de l'autre côté de la salle. Dans la connaissance historique des Russes, est-ce que les Russes se rappellent en fait que Boris Eltsine, dans les années 90, a dit explicitement que les 15 républiques soviétiques étaient indépendantes, pouvaient faire ce qu'elles voulaient? Est-ce que la population connaît encore cette histoire qui a 25 ans, il n'y a pas plus je sais pas, Anne, tu vas peut-être répondre, mais juste un mot. La population russe déteste Yeltsin. Enfin, Gorbatchev et Yeltsin sont deux monstres qui sont présentés comme ceux qui ont causé la perte de l'URSS. Voilà. Donc.
pour des raisons que moi j'ose dire que je ne peux pas comprendre totalement, mais les faits sont là. Yeltsin et Gorbatchev, effectivement, sont détestés parce que on ne se souvient que du négatif qu'ils auraient apporté, c'est-à-dire le chaos économique et social, etc., et la perte de puissance de l'image de la grande Russie, etc. Et ça a été restauré par Vladimir Poutine, ce qui expliquerait sa longévité au pouvoir, bien sûr. Et en cela, effectivement, que les Russes sont responsables de qui ils ont au pouvoir et que la personne qui est au sommet de leur État les représente. Mais il faudrait aussi pour ça que ça soit une démocratie formidable, la Russie. Alors qu'on sait que ça n'est pas une démocratie formidable, que Vladimir Poutine a passé son temps, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, à museler l'opposition, à faire en sorte qu'elle n'existe pas. Donc en gros, il a bien réussi son coup, puisqu'aujourd'hui, on a un peuple, une fois de plus, je ne suis pas allé en Russie récemment, je voudrais aller vérifier. Mais on a un peuple qui a l'air passif, qui subit, et qui n'a pas envie de voir, qui n'a pas envie d'être au courant, et qui évidemment, en étant, s'il va sur Internet et sur YouTube, peut savoir. Et je pense que beaucoup, en allant sur ces chaînes, en fait, deviennent encore plus nationalistes, anti-occidentaux et anti-ukrainiens, parce que ils voient justement toutes les conséquences de cette guerre. Donc voilà, pour le moment on en est là, et je ne sais pas, moi non plus, si ça s'arrêtera par des négociations de paix, ou si ça s'arrêtera par la mort de Vladimir Poutine, ou si ça s'arrêtera avec un putsch et quelqu'un d'autre au pouvoir. Mais les questions pour le moment ne sont pas réglées du tout. Et elles concernent avant tout les Russes et les Ukrainiens qui ne peuvent pas s'entendre, et je le comprends tout à fait, parce que les Ukrainiens ne doivent pas entendre que Vladimir Poutine ne leur donne pas le droit à l'existence. Ça, c'est évidemment que c'est la fin de tout. Oui, monsieur. Oui, bonjour madame, bonjour messieurs. Bonjour. J'ai appris ces derniers jours que des menaces russes planaient sur la situation de l'Alaska et de la petite colonie de Ross dans le nord de la Californie, territoire qui appartenait jusqu'en 1866 à l'Empire russe. Qu'est-ce qui se passe? Quel est votre avis par rapport Quelles sont vos informations, à monsieur? ces menaces? Vos informations et vos sources. Non, mais Peut-être que le mot menace est exagéré, mais il se trouve que l'Alaska a en effet appartenu à la Russie jusqu'en 1866, vendu en 1867 aux États-Unis. Il y a aujourd'hui tout un courant au sein de la Russie qui réclame la restitution de l'Alaska. Ces personnes ne s'en cachent. Il y a même une énorme plaque en Crimée, quand ils ont envahi et annexé la Crimée après l'Anschluss. Eh bien, il y a une énorme plaque qui dit toi, soldat, tu as récupéré la Crimée en 2014. Nous, tes fils, allons récupérer l'Alaska. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout. C'est à Eupatoria sur la place centrale. Il y a une énorme plaque comme ça. Mais donc les manœuvres ont déjà commencé, c'est ça? L'armée russe, qui est déjà défaite, qui n'arrive pas à avoir l'Ukraine, Dieu merci, est en train d'avancer vers l'Alaska. En effet, c'est l'image d'un impérialisme sans frontières, mais qui est d'ailleurs illustré très très bien par le slogan des forces aéroportées russes, qui est un slogan officiel depuis 30 ans. Enfin, il y a les forces aéroportées russes. Leur slogan, c'est la Russie n'a pas de frontières. Évidemment. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, c'est carte sur table. Donc ils jouent. Non, mais l'impérialisme russe, il est connu, il se cache pas. Il y a que nous occidentaux qui l'avions oublié. Hein. Monsieur. Vous m'entendez là? Oui. Pour moi, l'observateur idéal, c'est un mélange entre Anniva qui dort trop la nuit et Yegor qui regarde trop les réseaux sociaux. Pas assez. Et là, mais l'idéal n'existe pas, vous le savez bien. Bien sûr, mais je reste un peu sur ma faim parce que on est là, en vous écoutant l'un et l'autre, on est exactement dans la situation. Vous n'êtes pas plus avancé. On n'est pas plus avancé. On n'est pas plus avancé parce que, d'une part, Yegor me semble regarder effectivement trop les réseaux sociaux sur lesquels on a
une immense quantité d'imbécilité et de fausses nouvelles, et Anne devrait dormir un peu moins. Non, mais je crois, monsieur, que c'est très difficile d'avoir aujourd'hui une analyse. Soit on va prétendre qu'on sait quoi vous dire. Moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas vous dire que j'ai la solution, que j'ai raison, etc. Et tout schématisé entre d'un côté la propagande russe et de l'autre côté la communication ukrainienne, qui est aussi de la propagande militaire, c'est tout à fait normal. Toutes les armées font de la propagande. Il est très difficile aujourd'hui. Moi, j'ai jamais été confronté à une telle complexité, c'est-à-dire à ne pas être embarqué d'un côté ou de l'autre. C'est très difficile. Ouais, je voulais rebondir sur la position de Madame Niva, notamment la question de savoir, sans qu'on soit des zombies, mais qu'il y a quand même une chose qui est en train de se passer. Il y a un monde quadripolaire du point de vue économique. Les États-Unis, je mettrai l'Europe aussi qui a sa propre politique économique, la Russie et la Chine. Et actuellement, les États-Unis sont en train de tenter un gros coup, c'est-à-dire de mettre très bas, à partir de l'Ukraine, en s'en foutant complètement du peuple ukrainien eux-mêmes d'ailleurs, vendent des armes, rétablissent le gaz de schiste aux États-Unis, vendent des sources d'énergie dans le monde entier. Ils sont en train de mettre à genoux, du point de vue économique, c'est ce qui explique le patriotisme qu'il peut y avoir aussi en Russie, en disant mais on est foutu si on rentre là-dedans et qu'on est écrasé par l'OTAN et les États-Unis. Donc il me semble qu'on a sous-estimé un peu ça aujourd'hui, c'est-à-dire la force des États-Unis de tenter un gros coup contre la Chine aussi, qui est observée du coin de l'œil aussi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont prendre position aussi avec le camp OTAN et tout ça? Donc juste ça, je trouve que ça a été minimisé. Merci. Très bien. Moi, je pense que vous confondez un petit peu les conséquences et les causes des choses, et que les États-Unis sortent avec un avantage de cette affaire, voilà. Mais c'est quand même la Russie qui leur a offert sur un plateau son propre affaiblissement. Bon, c'était pour répondre rapidement à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Attendez, le micro, il est là-bas. Il y a une. Pardon. J'essaie de faire au mieux, mais voilà, vous êtes nombreux. Et effectivement, on n'a pas arrivé au bout du sujet, hein, loin de là. Bonjour à tous. Je voudrais bien que vous, Serge Michel, vous donniez votre opinion. Allez, Serge, vas-y, mouille-toi. Vas-y. Bon. Non, je ne m'étais pas préparé à ça, bien sûr. J'avais préparé plein de questions pour ces deux auteurs. Non, mais Serge connaît très bien la Russie et l'Ukraine aussi, hein. Et j'ai quelque part une femme russe à la maison, mais enfin, elle n'est pas russe complètement, elle est russe des Russes blancs de 1917, et elle a vécu 13 ans à Moscou par la suite. Et je dois dire que j'ai des discussions assez animées avec ma femme, parce qu'elle a toujours considéré que l'Ukraine et la Russie n'étaient qu'un seul pays. Maintenant, elle est obligée de reconnaître qu'il y en a deux et qui sont en guerre. Mais moi, mon avis, c'est que la Russie est dans une guerre coloniale. En fait, je pense que on peut comparer ça à l'Allemagne nazie. Moi, j'ai plutôt la comparaison coloniale. Je pense qu'elle conquiert des territoires pour des avantages économiques, géostratégiques, etc., d'augmentation de population, et que la colonisation était, à mon avis, une période révolue, et que donc cette guerre est totalement injuste, horrible dans son quotidien. Mais j'arrive, voilà, c'est pour moi et donc je m'interroge bien sûr sur les Russes. J'aime les Russes puisque j'en ai une chez moi, non mais, et aussi que je suis allé souvent là-bas, et j'adore je pense qu'il y a il y a quelque chose de spécial en Russie. Il y a l'âme russe, bien sûr, c'est un concept beaucoup trop vaste, mais enfin il y a une saveur de vivre, une saveur de penser, une liberté de penser aussi. Moi, souvent je me dis, en fait, nous les Occidentaux, on est libres de faire ceci, d'aller ce soir au cinéma, ou on est libre ce week-end. Les Russes souvent sont libres tout court, c'est-à-dire que ils sont, voilà, c'est peut-être un énorme cliché, mais je trouve qu'il y a une liberté propre à ces gens,
Et bien sûr qu'ils sont aujourd'hui enfermés, esclaves d'un système qui les a savamment encerclés et muselés et ligotés et les a convaincus de leur propre que c'était la meilleure solution pour eux. Donc je suis un peu entre les deux, voilà, si je peux faire la neutralité suisse dans ce débat. Bien joué. Mais il fallait y aller. Mais voilà, mais en gros, j'espère que la Russie va perdre cette guerre et que l'Ukraine soit voilà, que ce soit le tombeau de ce régime du Kremlin et que ça se passe, je sais pas, le plus vite possible, parce qu'il y a tous les jours des gens qui meurent, et que l'Ukraine, elle a quand même des ferments plus démocratiques, si on veut, que le régime actuel russe, et que cette démocratie-là qui existe, qui n'est pas parfaite, mais puisse se réverbérer sur la Russie de demain. Voilà. Ça va? J'ai une question encore. On a encore une question, monsieur. Si on a une question. Oui. Une question encore, c'est possible. Allez-y. Oui, j'ai une question, Madame Niva. Vous avez parlé, Madame Niva, de l'Europe qui fournit des armes à l'Ukraine, mais qui ne s'implique pas. Mais ce qu'il faut dire également, vous n'avez pas parlé, c'est que l'Europe est en train de s'armer actuellement. Si je prends l'exemple de la Suisse qui jusqu'à présent a un budget militaire de 5 milliards de francs par année, on l'a monté à 7 milliards. L'Allemagne a voté un budget pour la défense de 100 milliards d'euros. Et d'autres pays européens suivent. Donc on est en train de s'armer, nous, pour contenir l'avance russe si jamais elle venir juste chez nous. Donc de ce côté-là, on agit, on se protège. C'est vrai, mais la Suisse a toujours été très armée. Il n'y a pas eu beaucoup d'attaques ces dernières décennies. 2 milliards par année, c'est pas anodin, on le paye. Plus des super avions. C'est preuve qu'on fait quelque chose. Ouais. Et on a bien raison de le faire. Merci monsieur, pardon, je dois mettre un terme à ce débat parce qu'on a atteint l'heure limite et je vois des signes au fond de la salle qui me disent stop. Merci à tout le monde. Voilà. Les dédicaces ont